Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui Charles Saint-Pierre, président de la OHQ depuis 2015 et entrepreneur dans différents domaines. Bonjour Charles, merci d'être là afin de nous expliquer les différents enjeux et nous présenter les projets de l'association. Ben, tout le plaisir est pour moi. Merci, Lucie. Merci à vous, les patients qui êtes parmi nous aujourd'hui pour cette journée éducative qui est faite à 100% pour vous. Merci également à la communauté des médecins spécialistes. Merci également à l'industrie des compagnies pharmaceutiques et aux diverses entités gouvernementales qui assistaient à cette journée éducative 2024. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des enjeux. Il y en a un spécifiquement pour lequel vous luttez pour nos droits et ce depuis déjà quelques années. Et je parle ici de l'accessibilité des traitements au Québec. On aimerait savoir qu'en est-il exactement à ce jour? Grande question. Ça me fait plaisir d'y répondre. Il y a différents enjeux en ce qui concerne l'accessibilité au niveau des traitements. Au moment où on se parle, il y a différents traitements qui sont disponibles sur le marché, mais ce sont tous des traitements qui sont conditionnels au type d'AOH que vous avez et à différents autres critères qui rentrent en ligne de compte. Donc, un des nouveaux médicaments qui est disponible présentement sur le marché, on parle d'un médicament oral qui fonctionne excessivement bien, mais tous les traitements que je vais mentionner fonctionnent excessivement bien. Mais c'est tout du cas par cas. Donc, un des nouveaux traitements, comme je disais, qu'on a disponible, qui est un traitement oral très efficace, qui est le Orladeyo. On a également le Igarda, qui est un traitement sous-cutané. On a le Takhzyro, qui est également un traitement sous-cutané. On a évidemment un traitement qui est excessivement bien connu, que ça fait longtemps qu'on a ici sur le marché au Québec, qui est un traitement en IV, donc injection intraveineuse, qui est le Bérinaire. Et on a un traitement aussi qui est disponible depuis énormément de temps, qui est très efficace également, qui est le Férasé. Ici, on parle autant de traitements prophylaxie que des traitements, des acute treatment, excusez-moi l'anglicisme, donc au moment d'une crise, pour être en mesure de gérer la crise dans l'immédiat. Ceci étant dit, oui, on a ces traitements-là qui sont disponibles, mais le gros enjeu qu'on a présentement au Québec depuis quelques années maintenant, et sur lequel on travaille énormément à faire changer la donne, c'est le dossier de l'interchangeabilité. Ce qui a été statué au niveau du ministère de la Santé et ses différentes entités, c'était qu'un traitement qui est sélectionné avec l'appel d'offres fait en sorte que c'est un one size fits all, ce qui a aucun sens. Pour la bonne et simple raison que chaque patient est différent. Donc, ce n'est pas parce qu'un traitement fonctionne avec un type 1 qui va fonctionner avec un type 2 et qui va fonctionner avec un type 3. Et même chose, ce n'est pas parce qu'il y a un patient qui a le type 1 que ça fonctionne que quelqu'un d'autre qui a le type 1 va fonctionner également. C'est tout du cas par cas. Puis, le pourquoi on se bat, c'est de faire en sorte qu'on soit en mesure d'avoir un accès à tous les traitements disponibles pour que ça soit au final une décision clinique. C'est quoi une décision clinique? C'est une décision qui est prise entre le médecin et le patient. Parce qu'il n'y a pas mieux que ces deux personnes-là pour valider quel traitement va être le plus efficace pour eux. Parce que chaque condition, comme j'ai déjà mentionné, est différente. Donc, ça doit être sans équivoque une décision clinique et non une décision ministérielle. On n'est pas là ici pour essayer de faire croire qu'on sauve de l'argent ou quoi que ce soit. Non, aucunement. Parce que à the end of the day, à la fin de la journée, là, peu importe le traitement que vous prenez, un patient va coûter exactement la même chose. Où ce que ça diffère, c'est quand on va donner un mauvais traitement à un patient, là, les coûts vont devenir exorbitants parce que ce même patient-là n'aura pas un traitement adéquat, va se ramasser à l'urgence, va se ramasser dans le système de santé, va engendrer des coûts supplémentaires qui n'auraient même pas existé si à la base, ça aurait été une décision clinique qui aurait été prise entre le patient et le médecin et qu'au final, en ayant les traitements tous disponibles, le patient ne coûte pas plus cher avec un traitement qu'avec un autre. Parce que tout le monde
se bat, entre guillemets, au niveau de compagnie pharmaceutique, avec les mêmes barèmes monétaires. Donc, at the end of the day, au final, ce qui arrive, c'est que le patient X qui est sur un traitement versus un patient Y qui est sur un autre traitement va coûter sensiblement la même chose. Donc, ce spectre-là comment je pourrais dire ça? Qui plane ou qu'on essaie de faire croire aux gens n'est pas vrai. Le meilleur exemple que je peux donner par rapport à ça, qui est une donnée scientifique qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, par le docteur Susan Waserman, qui, elle, a deux patients, c'est deux jumelles. OK? Les deux jumelles ont exactement le même type d'angioédème héréditaire, mais ce n'est pas le même traitement qui est aussi efficace pour une que pour l'autre. Donc, scientifiquement parlant, si on va avoir des données probantes prouvant ce principe-là, que ça doit être une décision clinique, vous l'avez. Donc, vous qui êtes en place, les autorités ministérielles, afin de prendre la décision à la place des patients et à la place des médecins traitants spécialistes, vous avez la preuve scientifique que ce n'est pas un one size fits all, que c'est tout du cas par cas et qu'on doit tout faire pour rendre les traitements disponibles. Ceci étant dit, présentement, la situation, c'est quoi? Il y a différents enjeux. Parce que oui, il y a des traitements qui sont disponibles. Oui, d'emblée, le système a choisi qu'un médicament ou un traitement en particulier devrait faire pour tout le monde. Mais malheureusement, on le voit dans nos données, on le voit dans nos statistiques. Les médecins le voient au quotidien avec les différents rapports que les patients leur donnent, que certains traitements ne sont pas efficaces. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Un des plus gros enjeux, c'est la couverture des assurances. OK? Au moment où on se parle, l'angioïdème héréditaire a trois types. Donc, pour la plupart, vous le savez déjà, il y a le type 1, il y a le type 2, mais également le type 3 qui est dorénavant appelé le C1 inhibiteur normal, qui est une large partie de la population ici au Québec. Ça représente un petit peu plus que 38. Donc, les données que certaines personnes voient qui datent d'au moins 10 ans, nous démontrant qu'il y a à peu près 3 à 5 des patients qui sont du type 3 sont complètement fausses, complètement erronées. Puis je vais parler que pour le Québec, parce que ces données-là, nous, on les a. Puis c'est plus de 38 qui sont du type 3, donc du C1 inhibiteur normal. Ce que ça veut dire, c'est que le type 1, le type 2 sont reconnus scientifiquement parlant. Donc, au niveau des couvertures d'assurance, du moment qu'un type est reconnu, il n'y en a pas de problème. Vous allez être couvert à 100 pour le traitement qu'on va vous donner. Donc, ça veut dire que votre traitement prophylaxie est couvert et votre traitement d'urgence est couvert également. Par traitement d'urgence, j'entends quoi? Un acute treatment. Donc, là, présentement, on parle du Feraze. Donc, ce que ça signifie, c'est que le type 3, qui n'est pas reconnu scientifiquement, on a des tests de prise de sang, puis d'autres tests qu'on peut passer pour en arriver à une hypothèse que c'est un type 3 et à ce moment-là, essayer des traitements pour pouvoir contrôler ça. Sauf que, vu que le type 3 n'est pas reconnu, à aucun moment, les assureurs privés peuvent couvrir les traitements pour les patients. Puis ça, c'est un énorme enjeu sur lequel on se concentre également. Puis je vais en revenir un petit peu plus tard par rapport à ça. En ayant le type 1, type 2, la vie est belle, la maladie reconnue, on a nos assurances et ainsi de suite pour couvrir ça. L'autre enjeu qu'il y a, c'est que du moment que le ministère de la Santé a statué que, ici au Québec, il y a un traitement qu'on prévaloit qui est tel traitement, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous savez déjà c'est quoi, que c'est un one size fits all, puis que tout le monde doit embarquer là-dessus. Mais on sait d'emblée que les résultats au niveau de l'efficacité ne seront pas aussi grands pour tous les patients. Ça, c'est un fait. Donc, qu'est-ce qui existe comme mesure à ce moment-là? C'est que votre médecin traitant, ce qu'il fait, c'est qu'il est capable de vous mettre sur un programme d'exception ou de compassion. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va vous mettre sur un autre traitement. Mais cet autre traitement-là, à ce moment-là, si vous êtes du type 3, donc le C1 inhibiteur normal, vous devez avoir de l'aide. Mais cette aide-là peut provenir de quoi? Peut provenir autant de la RAMQ, donc l'assurance ici au Québec, mais également de la compagnie pharmaceutique qui va faire un pont entre les deux
pour être sûr que vous ayez accès à votre traitement et que pendant ce temps-là, le temps que ça statue, puis qu'éventuellement, on soit capable d'avoir le type 3 qui soit reconnu scientifiquement. Par la suite, vous allez pouvoir embarquer sur un programme d'assurance privée et d'avoir accès à d'autres médicaments. Mais la grosse problématique, c'est quoi? C'est que si la maladie n'est pas reconnue scientifiquement, vous pouvez dire adieu tout de suite au Férezé, qui est un traitement excessivement efficace. Mais là, ces mêmes patients-là, là, ils ont les mêmes problèmes que le type 1 et le type 2. Ils en font des crises. Ils ont besoin d'un traitement d'appoint, d'être en mesure de régler leurs problématiques et pas avoir besoin d'aller embourber le système de santé, de se présenter à l'urgence parce qu'ils font des crises abdominales atroces au niveau de la douleur ou une crise laryngée qui pourrait être très bien contrôlée si on leur donnait les ressources et les traitements efficaces et adéquats pour répondre à ce besoin-là. Donc, ça, c'est un enjeu qui est primordial. On parle de vie ici. Là. C'est pas banal. Là. On ne parle pas juste de qualité de vie, non, on parle de vie. Pourquoi? Parce qu'on a entendu tellement d'histoires d'horreur qui sont arrivées où ce que des patients avaient l'ablation d'un organe sain, où ce que des patients ont été intubés et malheureusement sont restés sur la table d'urgence à l'hôpital parce qu'ils ont perdu la vie, parce que les traitements n'ont pas été adéquats, parce qu'on n'a pas été en mesure de leur donner un accès à ces traitements-là. Donc, c'est des enjeux qui sont excessivement sérieux, là. Puis c'est pour ça qu'on essaie de tout faire pour faire une différence. On parle de vie humaine ici. Puis nous, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté et sur lequel on travaille énormément, c'est de faire en sorte d'investir dans la recherche. Investir dans la recherche au niveau du type 3, donc du C1 inhibiteur normal, parce qu'il n'y en a pas de recherche qui se font. Les compagnies pharmaceutiques n'investissent pas là-dedans. OK? Leur recherche et développement est 100% concentré au type 1 et au type 2. Et je comprends, on parle de gros sous ici. On parle d'anciennes statistiques qui représentaient 3 à 5 de la population, quand aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On parle un peu plus du tiers de la population qui sont atteints du type 3. Donc, il faut faire quelque chose. Est-ce que nous, en tant qu'association, on va attendre après l'industrie? Est-ce que nous, en étant l'association, on va attendre à travers pour des chercheurs scientifiques qui vont travailler sur différents projets, mais d'où l'argent doit provenir de compagnies pharmaceutiques qui n'ont pas cet argent-là pour investir? Non, on n'attendra pas. Nous, on est capable de changer les choses. On est capable d'établir, OK, c'est quoi le besoin? En ayant établi c'est quoi le besoin, là, on est capable de parler à des gens, des scientifiques de renom dans le domaine et de leur dire, OK, voici l'enjeu. Qu'est-ce que vous avez de besoin pour faire en sorte qu'on réalise un exploit qui n'a jamais été fait encore, qui est de trouver un outil de diagnostic pour les types 3. La journée qu'on va être capable d'arriver avec un diagnostic pour le type 3, la vie de ces patients-là va changer pour les raisons que je vous ai mentionnées au préalable. Puis ça n'a pas de prix. Puis on met toutes les ressources disponibles pour le faire. Là, vous avez déjà entendu lors d'une journée éducative, Jean-Nicolas Boursicot qui a parlé du nouveau projet sur lequel on se concentre, mais il y en a d'autres projets aussi sur lesquels on se concentre pour faire avancer la recherche. Mais tout ça pour dire, on a besoin de l'implication de tous et chacun pour arriver à nos fins. C'est quoi un bon traitement? Tu sais, souvent, on se posait la question, euh, ouais, mais mon traitement, je ne suis pas sûr qu'il soit efficace, puis ainsi de suite. Puis, un bon traitement, c'est quoi? Un bon traitement, là, c'est un traitement qui va vous donner une meilleure qualité de vie. C'est un traitement qui va vous permettre de travailler normalement. Pas nécessairement de faire un 40 heures semaine, parce qu'on sait c'est quoi la réalité des patients qui souffrent d'angioédème héréditaire. Même si vous êtes stable avec votre traitement et ainsi de suite, il reste que le facteur de la fatigue rentre en ligne de compte. Il reste que le gros facteur qui est déjà reconnu par la communauté scientifique, par les médecins traitants et ainsi de suite, un patient d'angioédème héréditaire qui travaille un 20 heures semaine équivaut à un 40 heures pour quelqu'un qui n'est pas atteint de la maladie. Donc, qu'est-ce qu'un bon traitement? Un bon traitement, c'est quelque chose qui va vous donner une meilleure qualité de vie, qui va vous permettre d'avoir des activités, qui va pouvoir vous permettre de travailler des heures normales, d'être en mesure de gagner votre vie, d'être en mesure de faire vivre votre famille, de mettre du pain sur la table. C'est un traitement qui va faire en sorte que vos crises
vont être limitées au maximum. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez plus que 2 crises par mois, commencez à vous poser des questions parce que le traitement n'est pas adéquat. OK? Là, je sais qu'il y a des patients, là, ça fait une dizaine d'années qui ont été diagnostiqués, puis on part de Mathusalem, là, où on était super content d'avoir le Bérinaire qui était efficace, qui nous donnait une meilleure qualité de vie, puis ainsi de suite. Tu sais. On part de loin. Fait on part de traitements qui étaient donnés intraveineux. Du jour au lendemain, on sera parce que la, la recherche et les traitements avancent excessivement rapidement dans le domaine de l'angioédème héréditaire en ce qui concerne d'améliorer les traitements pour les patients pour leur donner une meilleure qualité de vie. Pourquoi? Parce qu'on part de traitements qui étaient donnés en IV, intraveineux, pour tomber à des traitements qui étaient sous-cutanés, qui est un game changer au niveau de la qualité de vie des patients. Puis là, on est rendu à des traitements que c'est, hey, j'ai juste une pilule à prendre une fois par jour. Wow! C'est exceptionnel. Tu sais, la qualité de ma vie vient de changer là, du tout au tout. Ça, c'est un fait. OK? Mais est-ce que le traitement est adéquat? Oui, je suis passé de l'IV à du sous-cutané, puis là, je suis rendu à une pilule. Juste ça, pour beaucoup de patients, ça fait un job. Là. Ça a changé leur vie. Mais il y a des patients, malgré ça, qui acceptent le fait que, ouais, je fais 3, 4, 5 crises par mois. Mais le 3, 4, 5 crises par mois, là, c'est pas supposé arriver, ça. Ça veut dire que le traitement, il n'est pas adéquat pour vous. D'où l'importance d'en parler à votre médecin traitant et que là, ça soit une décision clinique pour vous donner un traitement qui va faire en sorte de limiter vos crises à une, deux, gros maximum par mois. Donc, prenez ça en ligne de compte. Oui, vous gagnez en liberté par rapport au traitement que vous vous donnez quand vous partez de l'IV au sous-cutané à l'oral. Oui, oui, ça, j'en suis totalement conscient. Mais est-ce que le fait de changer pour subir plus de crises au final est nécessairement le choix d'un bon traitement? Ce n'est pas à moi d'y répondre, mais posez-vous la question. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde ensemble le sujet des projets. On a entendu parler à travers les branches d'un centre d'excellence de l'AOH. Est-ce un projet qui est réel ou un simple vœu pieux? Euh, un simple vieux pieux. Ça me fait rire. Ben, je pense pour la plupart du monde qui me connaissent déjà, là, euh, quand on décide qu'on veut partir un projet, qu'on veut travailler sur quelque chose, euh, excusez-moi le terme, on fonce dans le tas, puis on réalise ce qu'on a réalisé. Puis ça, c'est coûte que coûte. On met les ressources qu'on a à notre disposition pour y arriver. En ce qui concerne le centre d'excellence, la première question à se poser, c'est pourquoi un centre d'excellence? Il y a plusieurs raisons pourquoi un centre d'excellence ici au Québec. Une de ces raisons-là, qui était élaborée initialement, parce que ça date de plusieurs années, j'avais eu déjà des rencontres avec le ministère de la Santé, avec Héma-Québec et d'autres entités comme ça, disant qu'au Québec, on aurait besoin d'un centre d'excellence. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien qui est regroupé au niveau des services pour les patients qui souffrent d'angioédème héréditaire. Puis au niveau des services, là, on parle de plusieurs services à différents échelons, mais également un accès à l'information. Parce que quand venait le temps que Héma-Québec devait faire des études quelconques ou valider de l'information avec des médecins traitants, il devait faire le tour du Québec, là. Tu sais, médecin par médecin pour aller chercher du data, de l'information, puis ainsi de suite. Puis c'était une tâche là, vraiment colossal pour eux d'avoir à faire ça, parce que tout le monde le sait, des médecins, c'est excessivement occupé, c'est dur à rejoindre, ils font tout pour être disponibles, mais leur priorité, c'est les patients. C'est pas de régler des problèmes ministériels ou quoi que ce soit. Donc, à la base, c'était d'être en mesure de regrouper un centre où ce que des entités provenant du ministère de la Santé, que ce soit l'INES, que ce soit un Québec, aient seulement qu'un endroit à aller pour communiquer, puis aller chercher l'information qu'ils ont besoin. À la base, c'est le centre d'excellence, l'idée qui était lancée il y a plusieurs années,
c'était pour répondre à ce besoin-là. Mais par la suite, euh, cette idée-là a maturé, a germé, pour la bonne et simple raison qu'on observait en tant qu'association le déclin du système de santé. Puis quand je parle du déclin du système de la santé, je ne parle pas de la qualité des soins, mais c'est de l'accès à ces soins-là. On a, ici au Québec, on a la chance d'avoir la crème de la crème des différents médecins spécialistes, mais malheureusement, le système qui supporte ces médecins spécialistes-là, ces infirmières-là, qui vous corps et âme à leur domaine et à faire un changement positif dans la vie des patients, malheureusement, le système qui encadre tout ça est défaillant. OK? Puis on a entendu tellement d'histoires incroyables qui faisaient en sorte que le service aux patients était pratiquement rendu inexistant quand il venait le temps de passer à travers le système pour au final avoir un accès à leur médecin traitant. Fait que là, on s'est dit, OK, il y a différents enjeux par rapport au système de santé. C'est pas dans nos gènes, dans nos mœurs de pointer du doigt et juste chialer par rapport au fait que quelque chose est défaillant. Non. De la manière qu'on fonctionne à la OHQ, c'est fort simple. C'est OK, on a une problématique qui existe, que les patients vivent au quotidien. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour changer ça puis améliorer ça? Mais il y a différentes avenues pour ça. C'est soit qu'on communique avec certaines personnes pour voir, OK, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer quelque chose, pour l'améliorer, puis ainsi de suite. Puis la plupart du temps, la réponse est malheureusement, on travaille les deux mains attachées. On subit un système. OK, fine. Fait qu'à ce moment-là, la responsabilité, elle nous revient. Elle nous revient à nous en tant qu'association de dire qu'est-ce que nous, on peut faire pour changer ça, pour améliorer cette situation-là. Mais c'est là que le centre d'excellence prend tout son sens. Puis si on y va sommairement, en quoi consiste le centre d'excellence? Mais le centre d'excellence est divisé en deux piliers. Il y a le premier pilier qui est les besoins, les besoins médicaux. Puis à ce moment-là, on parle de quoi? Mais on parle d'être en mesure de donner des diagnostics. On parle en mesure de donner des avenues pour un dépistage familial, pour une prise en charge de nouveaux patients existants, des suivis biannuels, un service 24/7 pour les professionnels de la santé en cas d'urgence. On parle d'un système qui va faire en sorte de donner des bourses pour du fellowship, donc des bourses d'études pour des médecins qui veulent se spécialiser en angioédème. Parce que de plus en plus, euh, il y a de plus en plus de patients qui sont diagnostiqués d'angioédème héréditaire, mais il faut qu'on ait des médecins pour être en mesure de suivre ces patients-là, pour être en mesure de traiter ces patients-là. On parle également d'un registre centralisé où ce que plusieurs données vont être disponibles, autant pour les différentes entités du ministère de la Santé qu'autant pour les médecins traitants. Donc, c'est un endroit où on peut retrouver un maximum d'informations, un maximum de ressources pour supporter pas simplement les patients, mais également les médecins traitants qui, eux, travaillent dans un système qui est défaillant. Donc, c'est de voir c'est quoi la plus-value qu'on peut apporter à ces médecins spécialistes-là, à ces infirmières-là, pour faire en sorte de rendre leur quotidien beaucoup plus simple puis beaucoup plus efficace. C'est un endroit où ce que les compagnies pharmaceutiques vont pouvoir faire différents essais cliniques pour, pour amener ça à différentes phases au niveau des niveaux de traitement. C'est une possibilité d'un service de distribution des traitements éventuels. Cette possibilité-là va exister au besoin. Également, c'est d'offrir des formations des médecins, pas nécessairement juste des médecins spécialistes, mais à des médecins de médecine générale ou des gastro-entérologues ou des infirmières. Tu sais, c'est des outils qu'on est en mesure de mettre en place qui sont toujours tout le temps centralisés à un et unique seul endroit. On va avoir également un laboratoire de recherche scientifique pour travailler sur les différents projets que nous, on juge d'une importance capitale pour amener des changements au niveau de la qualité de vie des patients, au niveau d'améliorer des traitements, au niveau de faire en sorte qu'on est capable de prouver certains faits scientifiques qui sont inexistants pour le moment.
il y a d'énormes choses qu'on peut combler avec un centre d'excellence et qu'on est en mesure de le faire. Mais pour ça, il faut un engagement. Il faut une équipe derrière tout ça. Puis c'est ça qu'on est en train de construire. Puis je vais en parler un petit peu plus en détail plus loin dans la présentation. Le deuxième silo en ce qui concerne le centre d'excellence, c'est les besoins sociaux et la qualité de vie des patients. Puis ça, on parle de services de soins psychologiques. On a un service également de kinésiologie et d'ergothérapie pour faire en sorte que les patients soient plus efficaces au travail ou dans leur quotidien, dans leurs activités. Un service de nutrition, parce qu'on sait que scientifiquement parlant, il n'y a pas d'études qui sont sorties par rapport à l'alimentation et l'angioïdème. L'angioïdème héréditaire, c'est une corrélation, mais avec l'expérience qu'on a acquise au niveau de l'association de patients, puis en parlant avec les patients, on sait qu'il y a une corrélation à faire là-dessus et on va être en mesure de donner un support avec un service de nutrition pour faire en sorte que, éventuellement, peut-être que certains symptômes puissent diminuer ou s'améliorer. Un service de soutien et d'aide aux patients, donc, si les patients ont besoin de communiquer avec quelqu'un qui s'y connaît dans l'angioïdème héréditaire, va pouvoir communiquer avec le centre d'excellence. On va offrir un paquet d'outils dont vous avez déjà accès, qui sont autant le site web, les plateformes de médias sociaux, ce que vous pouvez discuter entre vous, échanger. Mais tout ça va être sous le même chapeau. Mais également, quel support on peut vous amener plus technique, donc au niveau de l'assurance maladie, toutes les questions au niveau des différents traitements disponibles, un support si vous partez en voyage, c'est quoi les mesures à adopter, etc., etc., etc. Il y a un service de référence pour le personnel en service de garde, les enseignements, le personnel scolaire. Donc, à l'école, si votre petit bout de chou a de différents enjeux, euh, comment est-ce que nous, on peut sensibiliser la commission scolaire ou l'école, l'établissement dans lequel votre enfant se trouve? C'est toutes des volets sur lesquels on va être en mesure d'apporter notre support et de faire en sorte que vous ne serez plus jamais seul, là. Vous allez avoir votre centre d'excellence, votre accès en tout temps. On va être en mesure de vous référer à des gastro-entérologues qui connaissent déjà la maladie, mais à des ORL également, à des dentistes, parce qu'on sait que c'est tout le temps un enjeu à chaque fois qu'on a une chirurgie ou qu'on a un examen à aller passer, il faut prendre des mesures au préalable, puis ainsi de suite. Puis la plupart du temps, on va rencontrer des spécialistes qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam qu'est-ce que l'angioïdème héréditaire. Mais là, on va vous référer à des spécialistes de leur domaine qui connaissent déjà l'angioïdème héréditaire, qui connaissent déjà les différents enjeux, les différents dangers. Également un support au niveau du service social, service de démarrage d'entreprise. Vous êtes un jeune entrepreneur, puis vous voulez vous lancer en affaires, on va être en mesure de vous épauler là-dedans. On essaie de couvrir le plus de bases possible pour faire en sorte qu'on est capable de toucher aux différents aspects de la vie du patient afin de les améliorer au quotidien. Tantôt, je vous disais, oui, c'est beau, c'est un gros projet. Oui, oui, c'est gros, c'est un énorme projet. Puis il n'y a rien de tel qui existe à travers le monde euh, pour la bonne et simple raison que tout ce qu'on offre comme service, mais également arrimé à notre technologie que je vais vous parler un petit peu plus tard, va faire en sorte qu'on va être des pionniers dans le domaine au Québec. Puis si ça peut faire des petits ailleurs dans le monde, ben tant mieux. Mais notre priorité, c'est ici, c'est le Québec. On se concentre sur vous, les patients. Mais pour arriver à ça, il faut avoir de l'implication, il faut avoir du support, il faut avoir des gens qui croient en nous, il faut avoir des gens qui croient au projet, il faut avoir des gens qui veulent s'impliquer et intervenir à différents degrés dans le projet. Mais pour ça, on a le support, entre autres, de Emma Québec, de l'INES, de BioCris, de CSL Behring, de Takeda, sans qui rien de tout ça pourrait être possible. Mais également, la pierre angulaire de ça, c'est quoi? C'est vos médecins traitants qui, eux, croient au projet, qui, eux, se sont dit, oui, Charles, on est all in. Puis pour en nommer que quelques-uns qui nous ont déjà confirmé à être à bord dans le projet, puis qui ont déjà commencé à travailler en collaboration avec l'association. On parle ici du docteur Jacques Hébert, du docteur Jean-Nicolas Boursicot, du docteur Hugo Chapdelaine, du docteur Anna Fassi, du docteur Reza Lizadefort, du docteur Benoît Laramé et plusieurs autres. Je vous dirais, je ne passe pas
une semaine sans que j'ai un appel de quelqu'un qui veut embarquer dans le projet au niveau des médecins spécialistes. Donc, ça, c'est une fierté. Et ça prouve que les gens croient au projet. Les gens croient qu'on est en mesure de livrer la marchandise. Mais on a besoin d'eux. Mais également, on a notre équipe scientifique. Si on n'a pas notre équipe scientifique, tous les projets que je vous parle, là, d'investir dans la recherche, et ainsi de suite, là, il n'y a rien de tout ça qui se fait. Mais on a ces gens-là. On a le docteur François Marceau, toute son équipe. On a également le docteur Georges-Étienne Rivard et le docteur Julie Gauthier. On croit, à la lumière de ce que je viens de vous dire là, qu'on couvre pas mal toutes les bases pour avoir un projet. Puis c'est même plus un projet, là. On y touche, on y goûte. C'est là, là. La question que le monde doit se poser. Ah, là, c'est quand que ça arrive, puis tout ça, puis nanana, nanana. Ça arrive bientôt. C'est pas une chose qui arrive dans 3, 4, 5 ans. Non, aucunement. On est largement avancé dans le processus. Il y a, il y a des rencontres qui nous restent à avoir avec le ministère de la Santé, mais tout regarde très bien. Et aujourd'hui, 30 novembre 2024, je suis pas mal confiant avec tous les membres du CA qu'on va être capable de vous livrer un produit euh, en date de la prochaine journée éducative 2025. Donc, on parle d'ici, dans à peu près un an d'ici. Donc, on s'en reparlera en 2025 en ce qui concerne le centre d'excellence, mais je suis pas mal convaincu qu'on va avoir une très bonne discussion ensemble pour vous dire qu'on l'a, notre bébé. Il marche très bien. Merci d'en faire partie. Il y a une technologie que vous avez réalisée et sur laquelle vous travaillez toujours à la perfectionner. Je parle ici de l'application mobile Hero. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette application mobile-là est un outil indispensable aux patients et est utilisé aussi par la majorité des patients? Et également, pourquoi c'est un outil qui est, je pourrais dire, fortement attendu par les différentes entités du ministère de la Santé? Ben, d'emblée, Hero, la plupart des gens l'ont entendu parler depuis des années. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette technologie-là, qui est l'application mobile. Il y a plusieurs patients déjà qui l'utilisent, pour ne pas dire la majeure partie des patients qui l'utilisent aujourd'hui. C'est une application mobile qui a été conçue pour les patients, par les patients, mais également les médecins spécialistes et le conseil d'administration de la OHQ. On voulait créer une technologie qui faisait en sorte que les patients soient en mesure de contrôler la maladie, mais également contrôler leurs inventaires et faire en sorte qu'on soit capable de recueillir de l'information, de la corréler ensemble et d'en rendre ça un outil autant pour le patient, mais que pour son médecin traitant. Comme vous le savez déjà, l'application Hero est disponible sur vos plateformes préférées, autant le Google Play Store que le Apple Store. Hero, c'est un écosystème. L'application, c'est un gros écosystème. Ce qui veut dire que oui, vous avez l'application qui est sur votre téléphone mobile, votre tablette ou peu importe, sur lequel vous avez accès en tout temps. Mais également, ça, c'est jumelé à une autre technologie qui s'appelle MyMonitor. MyMonitor, c'est quoi? C'est en fin de compte, c'est simplement un outil qui recueille l'information de base pour pouvoir être en mesure de valider si vos traitements sont adéquats, comment que vous réagissez à vos traitements, puis ainsi de suite. C'est toute l'information qui est super important pour vos médecins traitants, à savoir, OK, est-ce que mon patient a un traitement adéquat? Est-ce qu'il y a un moyen pour moi que je suis en mesure d'améliorer la qualité de vie? Parce qu'il y a des différents outils pour mesurer la qualité de vie du patient, mais également pour améliorer l'expérience patient. Parce que Hero, là, c'est simple. C'est quand vous vous donnez votre traitement, euh, par après, vous faites juste rentrer ça. Ça prend un 3-4 minutes, gros maximum, mais ça va tout garder en archive. Donc, ça vous permet de mesurer, à savoir, OK,
c'est quoi ma qualité de vie? Est-ce que ça va bien, mes affaires? Mes crises, ils semblent me revenir pas mal souvent au même moment, quand j'ai du stress au travail, quand j'ai ci, quand j'ai ça. Mais cet outil-là mesure tout ça. Puis on est en mesure de le partager directement avec notre médecin traitant ou son infirmière, puis de mettre le doigt sur certains critères, certaines choses qui vont faire en sorte que, OK, là, on a une preuve comme quoi que le traitement, là, il n'est pas adéquat pour toi. Fait qu'à ce moment-là, on a les preuves, scientifiquement parlant, on a le data entre les mains pour prouver que là, tu mérites de changer de traitement ou d'essayer un nouveau traitement pour faire en sorte qu'on va améliorer les différents aspects, les différents critères qui ressortent de l'information que tu as rentrée durant les 6 derniers mois, durant la dernière année, pour valider le fait que oui, on est en mesure de te changer parce que voici les faits. Donc, c'est un outil qui est formidable, qui est indispensable, autant pour le patient que le médecin traitant, que pour le ministère de la Santé. La pointe de la pyramide, c'est quoi? C'est l'application en soi, elle-même. Mais dans le bas de la pyramide, vous avez le tableau de bord My Monitor, qui est où ce qu'on recueille l'information anonyme, puis je vais vous montrer plus tard comment ça fonctionne. L'information anonyme qui est toute cumulée, puis qu'avec ça, on est en mesure de dire, OK, voici tel aspect, on devrait se pencher un petit peu plus là-dessus parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut décider qu'on part un projet de recherche par rapport à ça pour être capable de prouver scientifiquement? Mais ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre implication. C'est grâce à l'effort que vous faites déjà, parce que là, on parle au-dessus de 300 quelques utilisateurs de l'application. Mais avec ça, on est en mesure de corréler l'information en temps réel pour obtenir du changement. Mais tout ça, c'est une technologie qui est excessivement protégée. On a les plus hauts standards de l'industrie. On a notre licence HIPAA compliant, on a notre licence PIPEDA compliant, puis GDPR, qui sont les standards les plus élevés de l'industrie. Là, on parle de degrés de sécurité plus haut que le niveau bancaire. C'est, c'est la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que c'est de l'information personnelle. L'information que vous rentrez dans votre application, vous êtes les seuls à l'avoir. OK? Elle est seulement identifiée dans votre cellulaire ou votre appareil mobile. Mais du moment que l'information est transférée sur la plateforme MyMonitor, c'est tout anonyme à 100%. C'est impossible de savoir ça provient de quel patient ou quoi que ce soit. Mais tout ça, c'est pour faire avancer la science. C'est pour faire avancer la qualité de vos traitements, puis de prouver différents facteurs. J'y vais rapidement parce que la plupart, vous savez déjà comment est-ce que ça fonctionne. C'est excessivement simple à utiliser. Comme je vous ai dit tantôt, c'est un 3-4 minutes. Premièrement, d'emblée, vous rentrez votre inventaire. Tous les médicaments, tous les traitements disponibles pour l'angioïdème héréditaire au Canada sont sur l'application. Donc, vous êtes en mesure de rentrer votre inventaire là, qui est géré en temps réel. Donc, aussitôt que vous vous donnez un traitement, mettons, si on prend l'exemple du Bérionaire 1500, ce que vous voyez dans l'inventaire, c'est indiqué 6. Mais aussitôt que vous vous donnez un traitement, mais là, à ce moment-là, la prochaine fois, vous allez voir dans votre inventaire, ça va être indiqué 5. Donc, ça suit les traitements en temps réel. Mais également, vous pouvez mettre un rappel où ce que vous voyez le zéro en rouge. Vous pouvez mettre un rappel que moi, quand c'est rendu qu'il me reste juste 2 traitements, vous m'envoyez une notification en tant que patient pour que je puisse faire les démarches adéquates pour pouvoir commander mes médicaments. Mais là, ce qu'on a fait récemment, on a poussé ça à un autre niveau. L'autre niveau qu'on a poussé, c'est de faire en sorte que les médecins vont avoir accès en temps réel à savoir, OK, mon patient X est rendu euh, qui a besoin d'un renouvellement de prescription, mais là, on est en train de travailler pour trouver une solution pour faire en sorte que vous n'ayez même pas besoin d'appeler puis de passer à travers le système pour avoir vos traitements. Il va y avoir une notification qui va être donnée à votre médecin que vous allez avoir indiqué dans votre application, qui lui va recevoir une notification pour dire OK, tel patient a besoin d'un renouvellement de prescription. Vous voyez, on travaille sur différents aspects pour rendre ça beaucoup plus simple. Mais là, au quotidien, ça représente quoi? C'est quand vous donnez un traitement, vous allez enregistrer votre événement,
vous avez prophylaxie ou si vous subissez une attaque, ou prodrome si vous avez des symptômes pré-crise ou quoi que ce soit. Donc, tout est fait en sorte pour que ça soit excessivement simple pour le patient du moment que vous l'utilisez. Mais ce qui se passe en arrière comme information, c'est incroyable, parce que ça va vous rendre la vie beaucoup plus simple pour vous, mais également pour votre médecin traitant et votre infirmière. Ça, c'est un résumé. Par exemple, que quand vous voulez voir votre historique des 6 derniers mois ou quoi que ce soit, c'est de cette manière-là que ça va s'afficher. Votre médecin va avoir un rapport qui va identifier exactement ce qui s'est passé. Les crises ont duré combien de temps? Euh, Est-ce que mon traitement, j'ai eu besoin de m'en donner plus qu'un, et ainsi de suite. Toutes les informations que vous rentrez, le médecin va le voir en temps réel. Donc là, on parle de quoi? On parle d'une économie d'échelle au niveau du temps alloué par patient. Donc, le médecin va pouvoir avoir accès à cette information-là que vous allez pouvoir lui transmettre d'emblée, avant votre rendez-vous. Mais on a également rajouté une autre fonction que vous avez entendue au préalable, que vous allez entendre plutôt avec Mathieu Vincent, l'urgentologue, qu'on a mis au point en consultant les médecins spécialistes, et ainsi de suite, un outil, un passeport médical. Parce que tout le monde se souvient, quand vous vous présentiez à l'urgence, vous aviez la petite carte en carton, là, puis que la plupart du temps, l'urgentologue, excusez-moi le terme, ça est passé 20 pieds par-dessus la tête, ça ne change rien. Mais là, on a voulu rendre quelque chose de beaucoup plus officiel, qui est un passeport médical. Vous ouvrez votre application, vous pèsez sur le bouton urgence, boum, vous avez un autre écran qui apparaît, et là, vous avez toutes les informations que l'urgentologue en devoir a besoin de savoir. Votre nom, numéro d'assurance maladie, le type de maladie que vous avez, le type d'AOH, le type de traitement que vous utilisez, mais également un hotline qu'on appelle, entre guillemets, qui est un numéro d'urgence 24/7 pour avoir accès à un médecin de garde spécialiste en immunologie puis en angioédème héréditaire, mais également le protocole d'urgence à suivre. Il est simplement à cliquer, il va y avoir le protocole d'urgence à suivre. Si vous souffrez de quelconque allergie, c'est un outil indispensable qui a été validé par l'ancien président du Congrès des urgentologues du Québec pour vous dire, Charles, vous avez mis le doigt dessus, c'est l'outil qu'il nous fallait, puis ça va nous sauver beaucoup de tracas, mais surtout beaucoup de tracas aux patients. Donc, on essaie tout le temps d'évoluer, mais ça, c'est tout le temps disponible. Les différentes informations qu'on est en mesure de recueillir, c'est la gravité des crises, les doses de C1 inhibiteurs que vous vous donnez, le lieu de traitement, la durée de la crise, le type de médication que vous prenez, les zones affectées par rapport à vos crises, les éléments déclencheurs. Et il y a plusieurs données qu'on est capable d'obtenir par rapport à ça. Mais tu sais, ça, c'est développé, comme je vous ai déjà mentionné, par la collaboration des médecins spécialistes dans le géodème héréditaire. C'est un outil qui est ultra, ultra complet. C'est le meilleur outil qui existe à travers le monde. Et ça a été validé par plusieurs personnes dans le domaine. Puis, c'est un outil qui va faire en sorte qu'on va être capable de changer la face de l'angioïdème héréditaire, qu'on va être capable de supporter des études scientifiques. Ça, c'est à peu près qu'est-ce que je vous disais tantôt. Tu sais, l'information qui est recueillie, là, si vous regardez à votre gauche, là, c'est simplement indiqué user one jusqu'à le nom X. On parle de 300 quelques personnes qui l'utilisent. C'est juste des users qui sont indiqués. Mais cette information-là est générée globalement. Puis là, on est en mesure d'avoir un portrait global de ce qui se passe. On est au niveau de la maladie. On est capable de prouver scientifiquement parlant avec du data en temps réel qu'est-ce qu'il en est. Également, un autre outil qu'on a rajouté qui s'en vient éventuellement, qui est Ask Jack. Si vous regardez complètement à droite dans le haut, il y a un petit robot. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène là à notre charmant docteur Hébert qui répond à vos questions. Donc, on a créé notre propre intelligence artificielle, donc notre propre OpenAI, une bibliothèque qui a été conçue à 100% par les informations qui proviennent de différentes études scientifiques, qui proviennent de nos chers collaborateurs Chain et d'autres médecins traitants ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Tout ça a été rassemblé dans une bibliothèque qui a été conçue à 100% par votre association de patients. Oui, il existe des OpenAI comme ChatGPT de ce monde, et ainsi de suite, mais là, on parle de données puis d'informations médicales. Un chat GPT de ce monde, vous le savez,
vous pouvez demander des informations sur un acteur X, il va vous sortir de l'information, puis dans l'information que vous allez demander, il va y avoir des choses qui vont être erronées. OK, on demande l'information sur un acteur ou sur un autre sujet banal. S'il y a des erreurs, c'est tel que tel. Mais là, on parle de, comme je vous dis, on cherche tout le temps les plus hauts standards, mais le moyen d'obtenir ces plus hauts standards-là, c'est si nous autres, on crée notre propre bibliothèque, qui est d'aller chercher de l'information qui est validée par des experts et non euh, une intelligence artificielle qui va chercher à peu près n'importe quoi qui peut exister sur le web, puis qu'il y a risque d'erreur. Nous, on veut éliminer ce facteur-là à 100%. Le pire des cas qui va arriver, c'est que si vous n'êtes pas en mesure d'avoir votre réponse en l'espace d'une seconde et demie en posant votre question à notre intelligence artificielle, mais cette question-là va nous être retournée à l'association, puis on va être en mesure d'aller chercher l'information directement avec un spécialiste dans le domaine et de vous revenir par courriel avec la question, la réponse à la question que vous avez posée. Plusieurs d'entre vous ont déjà vu cette belle petite madame-là. Euh, En ce qui concerne le feu, puis ainsi de suite, je trouvais très à propos comme image pour qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est une question qui nous est souvent, souvent posée. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, les patients, pour nous aider à apporter différents changements dans différents domaines, mais différents volets également? C'est votre implication. Votre implication, quand vient le temps, on fait appel à vous parce qu'on a besoin de votre aide pour des projets scientifiques, pour des sondages, des choses comme ça. On a besoin de vous. Puis qu'est-ce qu'on voit comme situation? C'est que, rappelez-vous d'où ce que vous arrivez. OK? Combien de dizaines d'appels j'ai reçus ou de courriels, c'est pas des centaines, non, plutôt des centaines, que j'ai reçus. Charles, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'avoir un médecin qui peut mettre le doigt sur ma problématique, de me trouver un traitement, d'avoir du support, puis ainsi de suite. Rappelez-vous d'où vous arrivez. OK? Ça, c'est la première des choses. Parce qu'après un certain temps, du moment qu'on est là, qu'on vous aide, qu'on vous encadre, que vous avez un traitement adéquat, vous êtes stable. La vie est belle. Vous avez une meilleure qualité de vie. L'AOH, là, ça fait partie du passé. Ça n'existe plus, ça. Parce que je vais bien aujourd'hui. Mais il a fallu un certain temps pour arriver là. C'est pas parce que vous allez bien qu'il n'y a pas d'autres gens qui vont pas bien. Mais pour faire une différence, pour les gens qui vont pas bien, on a besoin de votre implication. On a besoin de votre aide afin de nous amener à aller plus en profondeur dans des études scientifiques pour pouvoir arriver au final, peut-être un vœu pieux, mais je ne crois pas au vœu pieux, parce que quand on met l'effort et l'énergie pour arriver à quelque chose, on y arrive. Notre but ultime, c'est d'arriver avec un outil diagnostique, autant pour le type 3 qui existe, autant pour le type 1 et le type 2, pour faire en sorte qu'on forme une grande famille. On est tous là pour s'aider, puis on peut faire une différence simplement en mettant tout le monde l'épaule à la roue pour y arriver. Merci Charles pour toutes les informations et les explications que tu viens de nous donner. Puis merci aussi de nous rappeler l'importance de s'impliquer en tant que patient. Mais avant de clore cette discussion-là, j'aimerais prendre quelques secondes afin de te remercier au nom des patients pour tout le travail que tu accomplis ainsi que pour tous les projets innovateurs et aussi pour ta disponibilité, ton aide et ton soutien envers nous, les patients. Pour tout ça, je tiens à te dire un immense merci, pas seulement à toi, mais également à ton équipe. C'est ma grosse face que vous voyez au quotidien, là. Mais tout ça est possible grâce au conseil d'administration, au conseil scientifique, mais pas au conseil scientifique, mais au comité scientifique, mais également au support indéfectible des compagnies pharmaceutiques
qui sont là pour nous supporter, pas pour pousser leurs médicaments ou leurs traitements, aucunement. C'est des gens qui ont le cœur sur la main, qui ont l'intérêt du patient à cœur, puis sans leur support, je vous dirais pratiquement la plupart des projets, des choses qu'on est en mesure de mettre en place ou de réaliser ne se feraient pas. Merci aussi, surtout, d'emblée à Emma Québec, à l'INES, au ministère de la Santé, de croire au potentiel d'une association de patients, de croire qu'on est en mesure de faire du changement puis d'apporter une différence dans un système qui est défaillant, mais pour lequel on veut tout faire pour l'améliorer. Merci à toi et bonne continuité.